Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Salut Gilbert, Salut Charles, merci beaucoup d'avoir accepté mon c'est invitation. moi, tu m'as précédé, c'est moi qui allais te remercier et je suis vraiment ravi d'avoir cette discussion qu'on va avoir. C'est un sujet que moi j'aborde rarement, l'aspect philosophique sur ma chaîne et bon, on va en parler. En tout cas, je suis ravi d'être là avec toi et avec toutes les personnes qui nous regardent. Eh ben, merci beaucoup à toi. Donc tu l'as dit, on va parler sexualité aujourd'hui. On va montrer que on peut aussi penser la question de la sexualité sous un angle un peu plus philosophique que ce qu'on pourrait croire. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Oui, alors, je suis Gilbert Boujaudé, je suis médecin sexologue, 50 ans. Et avec un parcours, médical un peu atypique, parce que j'ai fait la médecine, générale, j'ai aussi pratiqué la médecine d'urgence. Je suis diplômé en médecine d'urgence. Il y a des gens qui ne le savent pas, qui me suivent, avec une spécialité dans l'andrologie, c'est-à-dire un peu la gynécologie masculine. Et ensuite, je suis arrivé à la sexologie, qu'on appelle médecine sexuelle, mais avec un intérêt très large sur la médecine sexuelle, c'est-à-dire les consultations évidemment avec des patients, prendre en charge les problématiques sexuelles, les problématiques de couple, puisque j'ai une partie thérapie de couple, mais aussi une partie de recherche, par exemple participer à des enquêtes, soit sur des médicaments, tester des médicaments, il y en a qui n'ont jamais vu le jour, d'autres qui sont commercialisés, des enquêtes, et là on rejoint le sujet du jour, un peu plus humaine, philosophique, c'est par exemple des études auxquelles j'ai participé où on a évalué le vécu des personnes qui vivent avec d'autres personnes qui elles-mêmes doivent prendre des médicaments pour la sexualité, comment elles vivent ça, comment elles l'intègrent dans leur vie. Et j'ai aussi une partie enseignement et médias, puisque je suis sur YouTube, la chaîne Charles.co. Et Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation que j'ai mis en place avec des collègues médecins, sur laquelle on a des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle, pour faciliter l'accès, parce qu'on sait que sur une centaine de personnes qui ont des difficultés sexuelles, on sait qu'il y a à peine 25-30% qui osent demander de l'aide quand ils en ont besoin. Et donc, le fait de le faire de façon dématérialisée, ça a beaucoup facilité les choses. Donc, on a une équipe de médecins experts dans le domaine qui prennent en charge. Et enfin, une autre partie qui est plus de la réflexion personnelle. Et c'est mon équipe médicale me dit tout le temps, mais d'où tu les sors tous ces articles? J'ai une sorte d'appétit particulière à aller lire des articles qui ne sont pas dans les revues de médecins. Par exemple, des articles dans des revues d'anthropologie, des revues de philosophie, des revues religieuses, des revues qui s'intéressent à la recherche sur des plantes, etc. Puisque l'être humain, ben, finalement, il est connecté à tout ça. Et en tant que médecin, j'apprends beaucoup, par exemple, de ce qu'on a découvert sur tel truc qui est dans une terre, qui est dans un insecte, bref. Je m'intéresse à un peu tout et j'espère pouvoir vous transmettre aujourd'hui toute cette passion et toutes ces réflexions. Alors merci pour cette présentation très exhaustive. Donc tu l'as dit, je le répète, tu as une chaîne YouTube charles.co. Et d'ailleurs, pour les gens qui regardent actuellement notre entretien, sachez que, avec Gilbert, on a fait une vidéo en collaboration qui se trouve donc sur ta chaîne Oui, charles.co au sujet de la libido. Donc j'invite tous nos auditeurs à aller regarder ou écouter cette vidéo une fois qu'ils auront terminé d'écouter l'entretien. Alors donc tu es oui, pardon, je me permets, allez la voir parce que non seulement vous apprendrez des choses, mais vous apprendrez à y réfléchir aussi et c'est passionnant. exactement. Donc tu l'as dit, tu es, médecin généraliste et sexologue. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a conduit vers cette spécialité qu'est la sexologie? En réalité, j'ai commencé à me spécialiser en médecine d'andrologie, qui s'intéresse beaucoup d'ailleurs à la fertilité. Et il se trouve que quand on s'intéresse à la fertilité masculine, l'andrologie, c'est surtout pour les hommes, euh, on doit poser des questions sur ben, est-ce qu'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple, est-ce que vous avez des relations sexuelles? Est-ce qu'il y a une jouissance? Est-ce qu'il y a le sperme qui va dans le canal vaginal? C'est de la médecine, puisqu'on sait que quelquefois, la cause de l'infertilité peut être des difficultés sexuelles.
Et très rapidement, je me suis rendu compte que le sujet m'intéressait même plus que la fertilité en elle-même. Alors, j'ai fini le diplôme de fertilité et j'ai fait la sexologie. Et même à l'époque, le professeur, et j'étais étudiant, le professeur qui me guidait me disait, écoute, quand tu poses les questions sur les problématiques sexuelles, on sent que tu t'y intéresses vraiment. C'est pas une question juste pour cocher la case. Beaucoup de médecins sont pas à l'aise en fait avec le sujet. Bref, je m'étais rendu compte que j'avais quelque chose qui m'intéressait de façon inconsciente dessus. Et le fait de m'y mettre, je me suis rendu compte qu'en fait, il nous manquait mais plein de connaissances. Et le fait que la médecine n'avait pas trop investi le domaine de la sexualité, sauf sous un angle très, très médical, a fait de sorte qu'on a eu un retard. Par exemple, dans le domaine de la psychologie, psychiatrie, il y avait plus de progrès à l'époque qu'en sexologie. Et cette idée d'être dans les premières personnes qui vont travailler pour développer me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs, je suis un des rares médecins, et à l'époque où je me suis installé, à être installé pour exercer que la médecine sexuelle. La majorité des sexologues en France et un peu partout dans le monde, c'est par exemple urologue et sexologue, gynécologue et sexologue, psychiatre et sexologue, diabétologue et sexologue. Et je suis un des rares à avoir voulu faire une activité uniquement de médecine sexuelle pour installer l'idée que c'est une spécialité à part. Et je dois avouer que plus je découvre des choses en médecine sexuelle, et plus je me dis, il faudrait que je découvre encore plus. Et tiens, je vous file une confidence. J'ai fait plein de vidéos, plein de conférences, j'ai enseigné à la fac, j'ai plus de 25 ans de métier d'exercice de la sexologie, et on me demande toujours, mais pourquoi tu n'as toujours pas écrit un livre? Et parce qu'en fait, à chaque fois que je me suis mis, et confidence, en ce moment, j'essaye d'écrire un livre, et à chaque fois que je me mets à écrire, je me dis, attends, prends le temps de réfléchir encore un peu à ce sujet, c'est pas encore complet, il manque quelque chose. Et en fait, j'ai toujours cette impression que on n'a pas encore tout. Et on en parlera sûrement dans l'entretien. À chaque fois que je réfléchis à un sujet, je me dis, attention, là, c'est sous un angle peut-être un peu trop psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas du médical dedans? Ou à l'inverse, attention, là, c'est trop médical. Il n'y aurait pas quelque chose d'un peu plus philosophique à réfléchir? C'est pour te dire à quel point on garde une part de mystère là-dedans. Même les définitions des problématiques, ce n'est pas encore fixé. Et même, je vais livrer tout de suite un des mystères que les personnes qui me connaissent savent que c'est mon rêve de découvrir un jour le pourquoi d'un mystère qu'il y a en sexualité. Le mystère est le suivant. Pourquoi dans le corps masculin, c'est 3 en 1? C'est-à-dire, on a l'organe par lequel l'urine passe, c'est le pénis. L'organe par lequel le sperme passe, c'est le pénis. L'organe par lequel on pénètre, c'est le pénis. Moi, j'appelle ça 3 en 1. Pourquoi dans le corps féminin, c'est 3 choses différentes? Il y a l'organe par lequel on urine, qui est un orifice différent. L'endroit où on pénètre est différent. L'endroit de la reproduction, il est plutôt à l'intérieur. Et l'endroit de la jouissance, c'est un clitoris qui vient au-dessus. Ça me fait souvent penser à quand on était jeune, je ne sais pas, moins jeune maintenant. Vous allez par exemple dans un appartement d'un jeune garçon. Bon, en général, c'est le minimum, hein. Il y a le canapé qui fait lit, qui fait aussi salon, qui fait tout. Voilà, tout est sur place. Dans un appartement plus féminin, il y a des trucs qui sont rangés. Il y a des choses qu'on utilise tous les jours, mais ils sont rangés derrière parce que c'est plus joli de mettre ça devant. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a un truc. Est-ce qu'il y a un lien avec ce côté-là, avec le côté féminin? Autre question qui m'intrigue énormément et pour laquelle j'aimerais avoir une réponse tout en sachant qu'on n'aura probablement jamais la réponse, c'est pourquoi le corps féminin contient un organe qui ne sert qu'à la jouissance, au plaisir, mais pas le corps masculin. Pour quelle raison? À quel moment dans l'évolution? Quel est le sens de ça? Est-ce que, moi, dans mon esprit, ça me fait dire que ça rend le corps féminin comme plus élaboré, plus sophistiqué. Mais est-ce que plus élaboré, ça veut dire que c'est mieux? Le corps masculin peut-être moins sophistiqué, concentré, mais est-ce que ça veut dire que c'est mieux? C'est des réflexions comme tu vois, qui sont bien au-delà de la médecine. Et je peux te dire qu'on n'est pas nombreux à se poser ce genre de questions. Ah oui, parce que
je suis étonné d'entendre des réflexions que je pourrais avoir, si j'avais pris conscience, en fait, de ça. C'est-à-dire que là, tu le verbalises, donc ça paraît clair et évident, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ces métaphysiciens et théologiens du Moyen Âge qui disaient: «L'homme, c'est l'un, la femme, c'est le multiple. L'homme, c'est l'ordre, la femme, c'est le chaos». Alors évidemment, avec tout ce qu'il peut y avoir de jugement de valeur de l'époque. Oui, c'est vrai que le mot chaos, il met plus, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, plus élaboré, est-ce que c'est mieux ou moins bien? On n'en sait rien. Ouais. Intéressant ce lien, je l'avais pas fait. Ben, on peut directement passer à un sujet que j'avais prévu d'aborder avec toi, qui était justement, les différences entre hommes et femmes au niveau du rapport à la sexualité. Est-ce que tu pourrais, de par tes connaissances et de par ton expérience, nous dresser une sorte d'état des lieux très général, hein, de ce que tu constates comme différence récurrente, entre les hommes et les femmes dans leur rapport à la sexualité? Heu, Ça va être, simple et court. Quand j'ai fait mes études de sexologie et mes études de médecine, on nous apprenait les différences entre la libido féminine, masculine. Par exemple, on nous apprenait que la libido masculine est très basée sur la vue, la vision. Ça y est, il a vu une partie du corps dénudé, une partie des organes génitaux, ça y est, il y a de l'excitation. Et que la sexualité féminine, non, la vision ne joue pas un rôle important, c'est plus romantique, plus basé sur l'affection, l'émotion. Des choses comme ça qu'on avait à l'esprit. Euh, et par exemple, il y avait une phrase qu'on nous apprenait, ça va vous faire sourire, mais je pense que beaucoup s'y reconnaîtront. C'est que c'est une phrase qu'on nous disait. Attends, il faut que je la retrouve correctement. Voilà. Les femmes sont prêtes à tout pour être aimées, même à faire l'amour. Les hommes sont prêts à tout pour faire l'amour, même à aimer. Et c'est des choses comme ça que, que j'ai apprises et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent, ben oui, je reconnais là-dedans. Mais avec le temps, avec l'expérience et surtout avec les nouvelles générations, je me rends compte que c'est probablement plus une construction sociale éducative qu'une véritable réalité médico-sexologique. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui ont 50, 60 ans et plus de nos jours, donc qui ont une éducation différente des personnes qui ont 20, 25 ans de nos jours. Ces personnes plus jeunes, en particulier chez les femmes, ça leur pose pas de problème de dire j'ai fait l'amour, mais c'était pas bien. Alors que l'ancienne génération ne le disait pas trop. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il y a plus de troubles sexuels chez les jeunes hommes de nos jours par rapport à il y a 30 ans. On pourra en reparler. Attention, ce n'est pas un reproche du fait que les femmes changent, non. C'est un reproche plutôt du fait que les mecs ne s'adaptent pas à ça. Et je pense que les différences qu'on fait entre hommes et femmes, il y en a finalement, sur la sexualité, il y a finalement très peu. Et que c'est plus une question de personnalité. Par exemple, j'ai déjà eu des hommes qui consultent en disant: «Je pense que j'ai un problème de libido, je pense que j'ai un problème sexuel». Pourquoi vous pensez ça? La réponse est: ben, en fait, je suis avec ma copine ou mon copain et ils m'ont dit que leur partenaire d'avant, limite, il leur sautait dessus tout le temps. Dès qu'ils les voyaient un peu dénudés ou quoi, il leur sautait dessus, ou dès que c'était le moment d'aller se coucher, elles sortaient du bain, bref. Et elles me disent: «Mais toi, t'es pas comme ça», et du coup, je me demande si j'ai un problème. Et on explore un peu et on se rend compte que cet homme-là n'a aucun problème. Il a simplement un fonctionnement sexuel basé plus sur complicité, échange. Il me dit: «Ah oui, moi, l'envie de faire l'amour me vient quand on passe un bon moment, on est proche, on parle de choses qui nous concernent, on ne parle pas des factures et d'autres trucs, on se prend dans les bras. Je sens dans son regard qu'il y a de l'affection, ou il y a une attirance, etc.» Et c'est à ce moment-là que mon désir naît. Sauf que on a tellement dit que ça, c'était féminin, que cet homme-là était persuadé d'avoir des problèmes. Et on a tellement dit que ça, c'est féminin, et que le fonctionnement masculin doit être plus impulsif, que la femme avec qui il est dit: c'est pas normal qu'il ne me désire pas comme mon ex-partenaire me désirait. Donc tu vois, c'est plus je trouve, quelque chose qui doit aller plus sur la
personnalité. Je fais partie des personnes qui disent attention, la biologie ne dirige pas tout dans notre esprit. Bien sûr qu'elle a un rôle essentiel, majeur. Je suis moi-même prescripteur de biologie et de traitement biologique. Mais je pense que l'éducation qu'on va donner joue un rôle tout aussi important. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que la notion de différence sur la libido, je pense qu'il y a une bonne part qui peut être éducative dès le jeune âge. Donc, première réflexion, c'est j'invite tout le monde à réfléchir en termes de personnalité. Si on commence à réfléchir, que ce soit moi, spécialiste, ou vous êtes face à quelqu'un et vous dites c'est une femme, donc c'est comme ça qu'elle fonctionne sexuellement, ou c'est un homme, c'est comme ça qu'il fonctionne sexuellement. On va se tromper. Je vous conseille plutôt de dire comment cette personne fonctionne. Tiens, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de plus cérébral, c'est quelqu'un qui a le côté spontané, intuitif, bien présent, ou c'est quelqu'un qui a le côté réfléchir, prendre du recul, anticiper, qui est plus présent dans sa personnalité. C'est plus ce genre de détails dans la personnalité qui va nous dire comment va fonctionner la sexualité. Ceci dit, il y a évidemment quand même des différences biologiques. Par exemple, le cycle menstruel chez les femmes peut influencer leur libido. On n'a pas le cycle menstruel chez l'homme. Ça peut influencer la sexualité, on ne l'a pas chez l'homme. Et contrairement à ce qu'on pense, là, je vous lance le défi, vous nous dites dans les commentaires si vous l'avez. Si on dit à quelqu'un, comme ça, grand public, à votre avis, pendant le cycle menstruel, à quel moment l'impulsion sexuelle, le fonctionnement sexuel de la femme est le plus élevé? La majorité vont répondre au moment de l'ovulation. Ce qui serait logique. Ce qui serait logique, c'est le moment où il y a l'ovulation, il y aurait la reproduction, etc. Et bien, figurez-vous que quand on fait des enquêtes, quand on écoute vraiment les femmes à ce moment-là, il y a une partie qui dit « Moi, c'est au moment des règles que je l'ai plus de désir, sauf que j'ose pas trop le dire. Et puis, si je le dis, j'ai peut-être pas trop envie de le faire. Et puis, on m'a dit que c'est pendant l'ovulation, donc c'est pas normal que je l'ai pendant les règles. Voilà. Et on a tellement dit que c'est pendant l'ovulation qu'on a dit, vous voyez, chez la femme, la sexualité fonctionne sur un mode biologique, c'est pour la reproduction. Et alors, comment expliquer que chez certaines femmes, c'est au moment des règles qu'il y a le plus de désir, par exemple, où il y a le plus de capacité de jouissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences biologiques, évidemment, mais je suis très intéressé par qu'on fasse de moins en moins de différences liées au sexe et qu'on s'intéresse de plus en plus aux différences liées au fonctionnement de la personnalité. Tu vois comment le fait de mettre une problématique, par exemple, liée à un genre, pose problème. Et ça rappelle, et c'est là où je voulais en venir et que j'ai besoin de ton avis, historiquement, je ne sais pas si vous savez ou si tu l'as déjà abordé, est-ce que vous savez d'où vient le mot hystérie? De utérus. Voilà, hystère, c'est utérus. Or, hystérie signifie en psychiatrie une sorte de délire, vous voyez ce que c'est les réactions hystériques. Et pourquoi on l'appelait hystère? Parce qu'on pensait que c'était que chez les femmes, et donc on s'est dit c'est peut-être l'utérus, sinon on ne l'aurait pas appelé hystère. Hystérectomie, c'est l'opération pour retirer l'utérus. Et le fait d'avoir appelé cette maladie mentale hystérie a laissé croire pendant très longtemps que ça concernait que les femmes. Et donc les hommes qui étaient touchés par des maladies psychiatriques, soit n'osaient pas trop en parler, et c'est pour ça aussi que des taux de suicide étaient plus élevés chez les hommes, parce que justement, ne pouvant pas exprimer un mal-être, un homme n'exprime pas un mal-être, n'exprime pas théâtralement, il pouvait garder beaucoup pour lui, et on avait des taux de suicide plus élevés, parce que le mal-être n'était pas soigné. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que je disais avant. Si on dit telle problématique, ça concerne que les hommes, on risque de poser le mauvais diagnostic chez un homme. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, oubliez homme-femme, c'est cette personne, cet être humain, son histoire, son éducation, sa particularité, sa génération. Ça, c'est des critères qui me paraissent plus intéressants. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, du fait que médicalement, dans le passé, on appelait des maladies avec des noms qui comportaient des jugements de valeur. Donc, je ne sais pas si tu as un regard là-dessus sur le fait que la médecine se laisse polluer comme ça par le côté social, jugement de valeur morale, quoi. À titre personnel, j'ai tendance à croire, je peux me tromper, que l'objectivité pure n'existe pas, qu'elle est un idéal à atteindre,
et que même dans la science la plus dure, il y a toujours des biais culturels qui s'invitent et qui viennent influencer la manière dont on interprète, des résultats. Le préjugé se nourrit de l'ignorance, mais l'ignorance, c'est du vide. La nature a horreur du vide. Donc on préférera toujours mettre du préjugé plutôt que de simplement constater et accepter Hmm, notre ignorance. intéressant. Peut-être que dans 100 ans, on regardera notre époque et on se dira: «Ah, tiens, finalement, ils croyaient ça», C'est parce ça. qu'on n'a pas encore les connaissances qui nous permettent, bah, de Ouais. séparer ce qui relève du préjugé social ou culturel et ce qui relève de la réalité, scientifique. Et ce qui est bien avec, l'entretien qu'on est en train d'avoir, c'est que peut-être que tu fais partie des personnes qui préparent un peu le terrain à, un affinement de notre regard sur la sexualité qui va faire que demain, on comprendra des choses qu'aujourd'hui on ne comprend pas, notamment, bah, la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire l'influence du genre dans le rapport à la sexualité, hem, dont il me semble que c'est encore quelque chose qui est très Hmm. très ancré dans les esprits, à savoir que les hommes et les femmes ont des attentes différentes, ont des désirs différents, des façons de fonctionner différentes et moi-même et d'ailleurs, je voudrais te provoquer un petit peu en faisant l'avocat du diable, sur ce sujet. Tu disais tout à l'heure que tu cherchais un petit peu le sens Hmm. du fait que chez l'homme, c'est 3 en un, donc Ouais. heu, la, Et chez la l'organisme femme, c'est plus c'est plus réparti. éparpillé, bien Voilà. équilibré. Et moi, je me pose la question du sens de l'anatomie et de l'influence de l'anatomie dans la psychologie. À savoir qu'on a la psychologie de sa physiologie. Je m'explique. Oui. On associe souvent la masculinité à la combativité, Hmm. à l'agressivité, c'est-à-dire à la sphère de l'extériorité. Et on associe plutôt la femme à l'intériorité, c'est-à-dire à la sphère du foyer, mais aussi à la sphère du sentiment ou de l'émotion, c'est-à-dire des choses intérieures. Tout à l'heure, tu as dit, on croit ou on croyait pendant longtemps que ce qui excitait les hommes, c'était des images, donc la perception, c'est ce qui est à l'extérieur, là où les femmes, on pense qu'elles sont plutôt Hmm. imaginatives. Et moi, j'ai tendance à croire que c'est en grande partie vrai. Par exemple, le fait que beaucoup d'hommes aient comme réflexe pour séduire une femme d'envoyer une photo de leur anatomie, croyant que ça va fonctionner sur elle Parce comme que ça ça pourrait fonctionne, peut-être c'est vrai, fonctionner ouais. sur eux, voilà. Là où les femmes seront plus sensibles aux mots, Mmh. parce que les mots sont aussi le véhicule de l'imagination et donc, ben, il s'agit pas de dire qu'il faut écrire des poèmes, mais il s'agit de dire qu'il faut faire travailler l'imagination par les mots et que ce sera beaucoup plus efficace. Donc une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça, c'est quelque chose qui relève encore, d'une certaine mythologie collective de croire que c'est comme ça alors que pas du tout? Ou est-ce que ça peut quand même se vérifier, dans certains cas? Si. Et je vais essayer d'expliquer ce que tu viens de dire avec un angle, qui va donner une sorte d'intermédiaire à tout ça. Avant, juste une remarque, tu m'as rappelé tout à l'heure quand tu parlais du fait que, comme il y a pas le vide, on met le préjugé dedans. Tu m'as rappelé la phrase de Leonardo da Vinci: «L'expérience ne se trompe jamais, c'est notre interprétation qui se trompe». Mmh. Et ça, c'est une de mes hantises, tromperie. Et autre remarque, et après je réponds à la question, sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que je fais une vidéo, dans mon esprit, j'ai un truc en arrière-plan qui dit: «Souviens-toi, dans une cinquantaine d'années, il y a un jeune médecin qui va venir, faire des vidéos en disant: "Regardez ce qu'il racontait comme bêtises docteur Boujaoudé il y a 50 ans"». Et j'en serais ravi en disant: «Les bêtises que j'ai faites ont été un socle pour passer à Oui. autre chose». Voilà. Sinon, pour répondre à la question, oui, je suis d'accord avec toi et je dis souvent à mes patients: «Regardez, par exemple, un homme, une femme, ils sont dans un resto, dans un bar, dans une fête, et la fille, elle veut donner envie au mec de terminer la soirée avec elle, d'avoir des relations sexuelles avec elle, de finir la nuit ensemble. Comment elle va faire? Bah, elle va relever peut-être un peu la jupe, déboutonner un chemisier, montrer une attitude, montrer une partie de son corps, effleurer la main, et cetera. Elle va jouer sur du physique. Est-ce que vous avez déjà vu un mec relever son pantalon pour montrer ses mollets en disant: «Ouais, c'est ce qui va faire qu'elle va finir la nuit avec moi»?
ça va tuer le truc, ou déboutonner la chemise jusqu'au nombril en disant eh. Donc, inconsciemment, on se dit tiens, non, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va plutôt tchatcher, comme tu dis, la mettre à l'aise, lui faire ressentir que waouh, qu'elle est la plus importante à ce moment-là, bref, la mettre dans l'ambiance. Et d'ailleurs, ça rappelle quelque chose qui existe dans le monde animal, puisque dans le monde animal, la femelle, dans la plupart des espèces, attention, des espèces, c'est pas comme ça, mais dans beaucoup d'espèces, la femelle montre qu'elle est disponible. Exemple, elle va changer de couleur de plumage. C'est comme la femme qui change de tenue pour sortir. Elle va changer d'odeur. C'est comme la femme qui va mettre un parfum, se laver, mettre un parfum, etc. Elle va changer de démarche. Par exemple, chez certains canards pigeons, il y a la croupe qui se relève un peu, ce qui attire le regard. Là aussi, on parle de l'attitude. Donc, c'est des restes du monde animal. Et dans le monde animal, c'est vrai que c'est plutôt le mâle qui fait la parade amoureuse, qui tourne autour, qui patiente. Il sait qu'elle dira oui tout à l'heure, mais il faut qu'il fasse quand même 4 fois le tour des arbres où il est pour qu'elle puisse dire oui. Voilà. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui reste du monde animal. Sauf que j'ai la conviction que l'être humain, il a cette particularité d'avoir le fonctionnement animal et aussi le fonctionnement humain. Et là, on va avoir quoi? On va avoir, par exemple, le choix du couple qui va être différent. Et le choix du couple influence le fonctionnement sexuel. Je vais être très précis, très clair là-dessus. Dans le monde animal, la femelle et le mâle vont se choisir, disons, pratiquement pour des raisons biologiques génétiques. C'est le mâle le plus résistant pour la descendance, etc. Et chez l'être humain, on a cette attractivité biologique, alchimique, qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, moi, j'adore quand deux personnes disent qu'ils sont ensemble, et quand je pose la question, pourquoi tu le désires? Et que la personne répond, je ne sais pas, je le sens. Mais le fait de ne pas savoir, c'est quelque chose qui est présent vraiment, si vous me permettez l'expression, dans les tripes. C'est quelque chose de très instinctif animal. Sauf que l'être humain a cette capacité de dire, oui, il me plaît, je suis attiré par lui, mais ouais, j'ai pas trop envie, puis je connais quelqu'un qui le connaît, donc je vais peut-être pas trop y aller. Ça, l'animal, il le fera pas. Hein. C'est pas parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît la femelle qu'il va pas y aller. Quelle est l'importance de ça? Ça a son importance quand on va construire un couple. Exemple, beaucoup de femmes disent que leur sexualité, quand c'était des rencontres occasionnelles, était meilleure que leur sexualité quand elles sont en couple. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège de dire la routine. Oui, bien sûr, la routine joue un rôle, mais c'est pas que ça. Quand tu vas avec une personne, quand tu passes un moment d'ordre sexuel avec une personne, pas d'intention particulière d'être en couple, par exemple, tu vas le faire uniquement parce que tu es attiré. Tu ne vas pas, entre guillemets, coucher avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un de bonne famille. En revanche, quand tu vas construire un couple, contrairement à la relation sexuelle qui est basée uniquement sur l'élan sexuel, quand on est en couple, on a tenu compte d'autres éléments. Exemple, si vous êtes en couple, attention, ça va vous stresser. Ça va faire peur ce que je vais vous dire. Réfléchissez sur, si on me demande là maintenant tout de suite, quelles sont les 4 choses positives que je peux dire sur mon homme ou sur ma femme. Si vous dites que des trucs du genre, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de gentil, on peut compter. Et il n'y a aucun moment, elle est belle, il est beau, il est attirant, elle est attirante, c'est que vous avez fait un choix très raisonnable. Or, le choix raisonnable ne permet pas une libido d'impulsion, il permet une libido d'affection. Et je pense que ça joue un rôle dans le fait qu'on dit, tiens, les femmes ont besoin d'affection, etc. Je vais être plus cash, tu me permets, pour répondre directement à ta question. Si une femme est en couple avec quelqu'un et elle est avec lui juste parce qu'elle le trouve désirable, sexy, elle aura moins besoin quand même que tout se passe bien dans la journée pour que la libido fonctionne. Par contre, si elle est avec le mec parce qu'elle l'a trouvé gentil, intéressant, la famille s'entend bien, ben oui, le moindre petit truc peut venir perturber à ce moment-là la libido. Inversement pour les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, donc si je résume et tu me corriges si je me trompe, c'est qu'on peut avoir un rapport au désir beaucoup plus immédiat, beaucoup plus direct, un peu d'ailleurs sur le fonctionnement animal, c'est-à-dire on va pas se Instinctif. poser de questions, instinctif, on se pose pas de questions d'ordre socio-culturel,
on met pas de filtres mentaux Pas trop, par rapport à notre désir, tandis qu'on peut avoir aussi parfois tendance à avoir une intention plus plus large, ouais. de projet, de construction. Voilà, le couple, on sait que bah, c'est quand même c'est une notion sociale, le couple. Hein, ce n'est pas parce qu'on couche ensemble qu'on est automatiquement en couple, donc l'intention n'est pas la même, l'énergie n'est pas la même, et donc ben, la liberté non plus n'est pas la même. Ouais, La peur du jugement peut être présente, et donc on va avoir un complètement, rapport différent à son propre désir. complètement et l'exemple typique aussi, c'est j'ai été en couple, avec une personne, j'étais amoureux, passionné, fusionnel vraiment très forte la relation, tout se passait bien. Malheureusement, cette personne a arrêté brutalement. Je l'ai tellement mal vécu que je me suis dit: «La prochaine personne avec qui je vais être, ça va être une personne, je vais prendre le temps de la connaître. Je vais prendre le temps de me rendre compte que c'est pas une personne impulsive. On peut discuter. C'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Elle va pas me faire du mal, cette personne. Elle va pas me mentir, etc. Parce que je me suis senti blessé, trahi dans la première relation. Donc, on va choisir un partenaire ou une partenaire de vie en se basant sur ces critères. Or, ces critères-là n'ont jamais excité qui que ce soit. Et on oublie qu'il faut aussi qu'il y ait cette attractivité au départ. Et même si on ne l'avait pas au départ, on peut la travailler. D'ailleurs, c'est l'intérêt de la sexologie. Mais c'est pour ça que je pense que le fait qu'on ait dit aux femmes, si tu te mets en couple, il faut que ça soit quelqu'un de bonne famille, il faut que ça soit quelqu'un qui ait de bonnes valeurs, etc. Il y a beaucoup de femmes, alors moins de nos jours, qui dans leur tête disent, ah oui, donc s'il m'attire seulement, c'est que c'est pas ça le critère. Ce qui fait que dans le couple, on a un fonctionnement libidineux différent. Très bien. Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit là en t'écoutant. Euh, il faudra que je te pose une question à un moment donné pour tordre le cou à un cliché ou pas d'ailleurs, à savoir s'il est vrai que les femmes entre elles parlent de manière plus crue lorsqu'elles parlent de sexualité. Mais avant ça, parce que ça je pense que tu dois connaître la réponse, ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport au désir qui est différent selon qu'on est dans un rapport purement sexuel ou dans un rapport plus conjugal ou plus marital. Je ne sais pas si tu connais la pensée de Sartre sur ce sujet. Il avait une vision que je trouve intéressante par rapport à ce qu'on dit. Il expliquait en quoi le mariage était par essence un tue-l'amour. Mhm. En fait, ce qu'il disait, c'est que l'essence du désir, c'est de vouloir posséder l'autre. Ce qui est impossible, puisque l'autre est un être libre, et sa liberté, quelque part, elle nourrit notre désir, Ouais. parce elle nous fait voir la personne comme étant d'autant plus désirable qu'on ne peut pas l'enfermer, qu'on ne peut pas Ce l'emprisonner. qui est Donc il faut que la excitant. personne Ouais. reste libre. Et en même temps, il explique que le mariage, bah, il est nécessaire dans la structuration sociale des rapports humains, mais sauf que bah, le mariage, par définition aussi, c'est l'appropriation de l'autre, à tel point que quand on se marie, la femme prend le nom de l'homme, sous-entendu, elle est désormais une partie de lui, donc elle est comme possédée. Et je trouvais que c'était particulièrement à propos par rapport à ce que tu viens de dire, Mhm. à savoir que c'est comme si le désir s'auto-sabotait en voulant s'institutionnaliser, en Ouais. voulant se culturaliser, c'est-à-dire se faire intégrer dans la culture. Bon, ça, si tu veux réagir à ça, Ah je oui, trouve. oui. Et d'ailleurs, c'est même parfait. Ça rejoint un conseil qu'on donne souvent en sexologie. C'est quand des couples, en fait, viennent en disant on ne s'y retrouve plus, la libido est trop décalée, il y en a un des deux qui a plus envie ou il y a des tensions. Une des principales causes, c'est quand on explore leur vie quotidienne et qu'on leur demande mais à quel moment vous avez une vie de couple amoureux? Ben, il n'y en a plus. Le matin, on se réveille, on s'occupe de ce qu'il y a à faire, on va au travail, on revient. Au fait, dans la journée, plutôt que de s'envoyer des messages, j'ai hâte de te retrouver ce soir, c'est n'oublie pas de chercher le pain. Et en fait, c'est comme si on a basé le socle, qui est celui de on a envie d'être ensemble, on est attirés l'un par l'autre, on s'aime, il y a de l'attachement, de l'affection, tout ce qu'on veut. OK, ce socle est basé. Maintenant, on peut construire dessus. Et on oublie que ce socle-là, il faut de temps en temps venir remettre un peu de ciment dedans. Il faut de temps en temps venir donner un petit coup de peinture, nettoyer, vérifier que tout va bien dans les fondations. Et on se met à s'occuper de tout ce qui tourne autour du socle, sauf du socle.
regardez la vie de couple et vous verrez que les couples qui ont la plus grande solidité, c'est des couples qui ont évidemment des socles de valeurs communes, des socles de complicité, etc., mais aussi des socles de relations de couple qui est toujours présente. C'est pour ça que certains couples, ça va rejoindre ce que tu dis, il y a des couples qui disent, on est resté 7 ans ensemble, depuis 2 ans, on a des problèmes. Sexuellement, même les tensions, bref, ça ne fonctionne plus. Et ils disent, on pense que c'est depuis qu'on vit ensemble. Pendant 7 ans, on ne vivait pas ensemble, on ne pouvait pas pour différentes raisons, mais on se voyait souvent, mais on ne vivait pas ensemble. Mais depuis qu'on vit ensemble, la libido a diminué et même quelque chose de différent. Et on peut le voir sous l'angle de Sartre, en disant, ben, c'est bon, maintenant je suis sûr. Il est dans la maison, elle est dans la maison. Et on peut le voir sous un autre angle, qui rejoint finalement celui-là. Quand je sais que je vais voir ma compagne ce soir, mais que demain, je ne la vois pas, et hier je ne l'ai pas vue, je vais me préparer un minimum pour la voir. Ce qui change tout, c'est-à-dire dans mon esprit, je me mets dans l'état d'esprit de vivre ce moment. Et non pas, sa présence sera dans le cadre de ma vie de tous les jours. Je fais de sorte que la vie de tous les jours est des moments dédiés à mon amour, à mon attachement, à mon désir, et non pas j'attends que ma vie de tous les jours me donne le temps pour ça. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui rejoint. Du coup, j'ai oublié la première question. Alors c'était, est-ce qu'il est vrai que lorsque les femmes sont entre elles et Ah qu'elles oui, parlent de ça, elles sont plus crues alors que les hommes et plus crues qu'on ne se l'imagine, je vais nous aller les plus hommes? loin que ça. Elles sont premièrement plus objectives. Les hommes, quand ils parlent entre eux, il y a toujours cette notion, tu sais, le coq. On se compare un peu. D'ailleurs, je rigole parce que c'est tellement fréquent. Le nombre de jeunes garçons qui ont téléconsulté parce qu'ils n'osaient pas consulter donc sur la plateforme, sur charles.co, et qui posent la question, en fait, docteur, mes potes me disent que eux, quand ils couchent avec une fille, c'est 2, ou avec un mec, c'est 2, 3, 4 fois sur la même soirée. Moi, une fois, et après, je suis naze, quoi. Je dis, attends, tes potes, je les ai peut-être en consultation aussi. Pas sûr que ce qu'ils te racontent soit la vérité. Il y a toujours ce truc-là. Les femmes, c'est rare qu'elles mettent de la performance comme ça. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Socialement, un homme, c'est de la performance. Un homme, c'est celui qui agit, etc. Et donc, il doit aussi en faire des tonnes dans le discours. Je vais te donner un exemple. J'ai fait le test avec des amis à moi. C'est des amis que je connais depuis la faculté. Et on s'est retrouvés après des années et on s'est retrouvés ensemble. Et il y a un de nous qui est célibataire, qui nous racontait ses exploits sexuels. L'autre qui nous disait, parce qu'on était entre mecs, hein, qui nous disait qu'avec sa femme, c'était génial et tout. Et j'ai lancé un pavé dans la mare. J'ai dit, au fait, moi, il y a quelques temps, j'étais avec ma femme et puis je sais pas, ça s'est pas super bien passé. Puis en plus, j'ai l'impression qu'en ce moment, elle a pas beaucoup de plaisir avec moi. Et bien, à partir du moment où je l'ai dit, ils ont commencé tous à dire leurs problématiques. En disant, ouais, moi aussi. Et ça. Alors, ils ont rigolé en disant, bah, t'es sexologue, c'est pas à nous que tu vas demander conseil. Mais ça m'a permis de voir que le fait que quelqu'un lance le sujet sur le mode un peu plus réel, ben, ça ramène quand même les autres. Et je te confirme que quand je demande aux femmes, bah, avec les copines et tout, quand je demande à ma compagne, c'est plus objectif, plus acerbe. Je pense que c'est peut-être une vision un peu plus élaborée une fois de plus. Les hommes, ça va être oui, c'était bien ou pas bien. Elle sait faire, elle sait pas faire, c'est pas comme j'aime. Les femmes peuvent aller un peu plus loin dans les détails, beaucoup plus loin, à tel point. Allez, une autre confidence sur ta chaîne, mon cher Charles. À tel point que j'ai demandé à ma femme de ne pas me raconter ce qu'elle raconte sexuellement avec ses copines, parce que je me suis dit, je vais me prendre une claque un jour. Tout ce que je veux rien savoir. Vas-y, raconte ce que tu veux, mais je veux rien savoir de ça. Si, je confirme, elles sont plus justes, plus objectives, plus libres, moins dans la performance, un peu plus dans. D'ailleurs, elles en rigolent aussi plus facilement. Et je trouve même que quand une femme donne des conseils à une autre femme, elle est un peu plus
intéressés à donner des conseils. Beaucoup de mecs disent essaye ça, en disant mais moi ça a marché pour moi, quoi. Les femmes essayent un peu plus d'abord. Donc je te confirme que oui, sur ce plan-là, il y a une différence. Là, tu vois, une fois de plus, est-ce que c'est la construction sociale qui fait qu'un mec ne doit pas en parler autrement, il doit toujours montrer un côté performant, ou j'en sais rien. Mais par contre, la transition est toute faite parce que j'avais, une dernière question sur la thématique des différences hommes-femmes. Ça concerne justement la performance, le désir de performance ou même parfois l'anxiété liée à la performance et donc je voudrais te soumettre 2 causes d'anxiété, liées à la performance chez les hommes et que tu les commentes. La première, c'est, l'éjaculation précoce, qui peut être une source Mm. d'anxiété, hein, les vidéos «Et tu en as fait» sur ta chaîne pour expliquer comment retarder l'éjaculation sont des vidéos, très consultées et j'ai tendance presque à m'étonner de cette anxiété. Pourquoi? Même si je la comprends bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan strictement animal, il me semble que le fait d'éjaculer rapidement est plutôt un facteur de survie. Oui, Dans le sens où, en tout cas pour les mammifères, hein, bah, pendant la copulation, on est vulnérable et donc plus c'est rapide et moins on a de chances de se faire attaquer, dans le dos par un ennemi, par exemple. exact. Donc ça me paraît être une anxiété, contraire à ce qu'on imagine être la logique de l'évolution naturelle. Donc première cause d'anxiété, l'éjaculation précoce. La deuxième, c'est évidemment la taille du sexe qui est souvent vécue comme, quelque chose d'anxiogène et d'ailleurs, il n'est pas rare que la démonstration de force et de virilité se fasse à travers des choses en grande dimension. Oui, Que ce soit les États-Unis qui ont, fondé leur autorité, politique, économique et militaire sur, des la monuments grandeur, extrêmement hauts, mais c'était déjà le cas leur voiture, oui, la voiture, exactement. C'était le cas aussi en Grèce où quand on visite les sites archéologiques, on voit s'élever ces hautes colonnes qui vont vers le ciel. Donc quel est ton regard, toi, oui. en tant que sexologue, de ces 2 sources d'anxiété, chez les hommes? Je te remercie de la question parce qu'elles sont très pertinentes et très courantes, beaucoup plus que ce qu'on imagine, puisque la plupart des personnes qui ont ce type d'anxiété de performance n'osent pas trop en parler. Juste une petite parenthèse, l'histoire de la grandeur, etc., je suis absolument d'accord avec un détail, c'est que chez les Grecs, la grandeur du pénis était signe de laideur. C'est vrai. Et d'ailleurs, les dieux grecs ont un petit pénis. C'est la taille des testicules qui était signe de grandeur. Pourquoi? Parce que les testicules, c'était la fertilité et la reproduction. Et au contraire, on considérait que plus un homme maîtrisait ses pulsions animales, plus il devenait un homme, un vrai. Or, les pulsions animales étaient représentées symboliquement par la taille du pénis, en disant, moi, je suis... D'ailleurs, le dieu Priape, qui est d'où est issu le mot priapisme en médecine, c'est-à-dire une érection qui ne retombe plus, qui est une urgence médicale. Le dieu Priape, il a un énorme pénis, mais il est laid, il est moche, il fait peur, alors qu'un dieu grec, il est très beau, corporellement, visuellement, mais il a un petit pénis. Mais attention, on focalise sur le pénis. Les testicules, eux, ne sont pas petits parce que c'est la reproduction. C'est la seule différence avec, que je relevais. Ils avaient cette vision que l'être humain, pour se rapprocher le plus possible, s'élever le plus possible, se rapprocher des dieux, il fallait qu'il s'éloigne de ses besoins instinctifs comme un animal et se rapprocher de quelque chose de plus élaboré, dont le sexe. Pour revenir à l'histoire de l'éjaculation précoce, ce que tu dis est tellement vrai que c'est très souvent, qu'en consultation, je dis à mes patients qui consultent pour éjaculation rapide, vous n'avez aucun problème, mais je vais vous soigner. D'ailleurs, la définition même de l'éjaculation rapide dit: l'éjaculation rapide ne se soigne que si la personne dit: j'essaye de contrôler, j'aimerais contrôler, mais je n'y arrive pas et j'en souffre. Parce que tout le monde retient que la notion de la durée. La notion de la durée n'est qu'un des éléments. Le point qui fait qu'on va prendre en charge, aider quelqu'un, c'est dit: j'essaye de changer ça, je n'y arrive pas. Et ça me fait souffrir parce que je suis avec une partenaire ou un partenaire qui aimerait, ou parce que moi, je me sens mal par rapport à ça. Et je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, l'éjaculation rapide n'est pas signe d'une anomalie,
même si on développe des traitements pour ça. Et avant de parler de l'anxiété, juste une remarque. Les personnes qui ont une éjaculation rapide, à force d'en voir sur 25 ans, j'en ai vu des milliers, c'est rarement des personnes qui ont un fonctionnement mental cool, tranquille, détendu. Rarement. C'est souvent des personnes qui ont une capacité à se projeter. L'étape d'après. Je dois aller quelque part, on m'empêche d'y aller, ça m'agace. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a un travail manuel, je suis en train de travailler, je demande à quelqu'un de m'apporter un truc, il traîne, je vais le chercher moi-même, je reviens. C'est-à-dire, c'est des personnes dont le cerveau est tourné presque tout le temps vers l'étape d'après, ce qui fait qu'ils ont une capacité professionnelle souvent intéressante. Sauf que sexuellement, l'étape d'après, c'est quoi? C'est jouir. Je Oui, suis excité, je jouis. être pressé, c'est être sous pression. Et exact. Et là, c'est des personnes qui ont rentabilisé même ce truc. Par exemple, c'est des personnes qui dirigent une petite entreprise ou qui ont un petit business ou qui sont salariés, mais qui sont capables de faire des choses plus que la moyenne. Et ils sont capables de te parler d'un truc tout en pensant à autre chose. Donc, c'est pas que un défaut, mais sexuellement, le jour où ils décident de ralentir, le cerveau, il n'a pas l'habitude de ralentir ça. Aussi souvent, on retrouve des choses au niveau des muscles du périnée, un défaut de contrôle, mais c'est pas de l'ordre forcément de la majorité des cas, c'est pas une anomalie. Alors pourquoi c'est source d'anxiété? Ça ne l'était pas jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Pourquoi ça l'est devenu? Ce que je disais au début de l'entretien, depuis que les femmes ont commencé à dire, ben non, moi, ça va pas pour moi. J'ai envie que ça aille plus loin. Depuis aussi qu'il y a les films porno, puisque dans les films porno, on a l'impression que les mecs, ils peuvent tenir des heures et des heures. Les personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas les arrières des films porno, la scène que vous voyez, elle est tournée parfois en plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a eu la relation, le gars, il a joui. Petit repos, une tasse de café, tout le monde mange, etc. On refait le deuxième tour et ensuite, au montage, on va montrer la jouissance qu'il a eue en premier à la fin. Donc, voilà. N'oubliez jamais que c'est des films. C'est comme quand vous voyez Tom Cruise dans Mission Impossible sauter d'un hélicoptère, se rattraper sur sa moto et tranquille. Ah non, c'est un film. C'est exactement la même chose dans les films porno. Cette anxiété d'éjaculation rapide vient du fait qu'il y a un mythe que l'homme qui a une éjaculation rapide ne peut pas donner de plaisir. Ce qui est une erreur, parce que l'homme qui a une éjaculation rapide ne peut pas tenir longtemps par pénétration. Et pourtant, il y a tout le reste. Mais il y a une sorte de quelque chose qui se fige dans l'esprit humain, je dirais masculin sur ce plan. J'ai vu plein d'hommes à qui d'autres thérapeutes avaient dit, mais développez tout ce qu'il y a autour de la pénétration et de l'érection. Il y a plein de jeux sexuels qu'on peut faire sans que ça soit la pénétration et sans avoir une érection rigide. Ils n'ont réussi à jouer à ces jeux-là que le jour où ils ont appris à retarder leur éjaculation. C'est comme si je veux bien faire autrement l'amour, mais à condition que ça ne soit pas parce que c'est une punition, une obligation, mais à partir du moment où c'est un choix que je fais. Et c'est ce qui surprend beaucoup les patients qui consultent. Ils disent, c'est marrant, docteur, ce que vous m'avez dit au début, je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Moi, ce que je veux, c'est apprendre à être plus performant, etc. Et le jour où ils le sont, ça leur pose plus aucun problème de jouer à ça. Je pense, là, ton avis m'intéresse, je crois que c'est l'être humain, quand c'est un choix, il le fait beaucoup plus volonté que quand c'est une sorte d'obligation-punition, alors qu'il fait exactement la même chose. Alors là, je te rejoins, j'allais dire à titre personnel, et notamment sur ce que tu disais au début. On a tendance à dire, tu sais, les femmes ont un fonctionnement purement psychologique et les hommes, ce serait purement mécanique. Bon, je pense que rien n'est plus faux et que l'anxiété, ça fait partie des paramètres psychologiques qui ont un énorme impact sur la performance, et même sans parler de performance, j'allais dire sur la qualité Oui. d'un acte sexuel, et que plus on est sous pression, et plus la situation nous échappe, et aussi moins on prend de plaisir, moins on en profite, parce qu'on est toujours dans cette peur que ça finisse mal, que ça finisse trop tôt, que la femme ne soit pas satisfaite. D'ailleurs, je vois presque un côté positif, alors tu me diras ce que tu en penses, parce que peut-être que je le dirai mal, un côté positif à cette anxiété, au sens où, pour qu'il y ait anxiété,
lié à un manque de performance, ça veut dire qu'il faut se soucier un minimum du plaisir que Mmh. prend notre partenaire. Que s'il y avait absolument aucun souci de l'autre, bah, il y aurait pas d'anxiété quelque part, puisqu'on s'en ficherait, on serait sur un mode purement égoïste. On est d'accord. Donc il y a cette idée qu'il faut satisfaire l'autre et moi j'y vois presque un besoin d'être aimé en donnant du plaisir à l'autre. Je ne dis pas qu'il suffit de donner du plaisir à l'autre pour être aimé, mais je dis que ça peut quand même fortement y Être contribuer. aimé et admiré. C'est Oui. ce besoin de sentir que la personne qui nous plaît nous admire. Et là, je vous invite à réfléchir. On pense toujours: «J'ai besoin qu'il m'aime ou qu'elle m'aime». Prenez quelques secondes et regardez les fois où c'est arrivé que la personne que vous aimez, que vous avez envie de garder et d'être avec, les fois où il vous a regardé avec quelque chose de type admiration. Il y a quel Ça fait un effet, psychologique énorme sur nous et donc oui, le fait de se sentir aimé, admiré par la personne qu'on aime a du sens, a beaucoup, beaucoup de sens. Ça me fait penser à l'entretien que j'avais eu, bah, avant le nôtre avec un danseur, Michael Cadieux, qui est danseur de tango et on parlait justement de la performance en danse Mmh. et de cette croyance qu'ont certains danseurs qu'il faut être extrêmement technique et Ouais. extrêmement impressionnant techniquement pour faire passer un bon moment à la danseuse et que souvent c'est la danseuse qui nous arrête et qui dit: «Écoute, j'ai bien compris que tu avais, Que tu es de trop grands talents fort. de danseur». Ouais, voilà. Mais par contre, je trouverais plus agréable que tu profites de cet instant et qu'on soit dans une sorte de partage et de communion. J'en éprouverai d'autant plus de plaisir. Je me permets de t'arrêter parce que ce que tu viens de dire avec le danseur, on en a eu la preuve dans une enquête qui a été faite il y a plus d'une quinzaine d'années, à l'époque où il y avait la recherche sur le premier médicament de l'éjaculation rapide. Et à l'époque, on a interrogé les partenaires des hommes qui éjaculaient vite. Parmi les questions qu'on a posées, il y avait euh, qu'est-ce qui vous gêne le plus et est-ce que ça vous gêne que votre homme, votre partenaire, soit rapide dans l'éjaculation? D'ailleurs, tu remarqueras que j'ai dit rapide, pas précoce. Et ça, c'est philosophique. Euh, et la première chose qui est venue, c'est pas bah, ça me prive de mon plaisir. Comme il éjacule vite, le rapport n'est pas sympa, j'ai pas le temps de jouir. C'est pas ce qui est venu en premier. Ce qui est venu en premier, c'est bah, en fait, je vois qu'il pense qu'à ça. Il est focus sur bien faire, se retenir, ne pas jouir très vite. Et de ce fait, bah, j'ai pas de connexion avec en fait. Il est pas avec moi, il est en train de travailler dans sa tête. Et ça me fait penser, et c'est exactement ce que cette partenaire de danse a dit au danseur que tu as invité, c'est sois avec moi. C'est pas grave si tu rates un petit truc, mais sois avec moi. Ça me fait penser aussi à parfois des chanteurs, des musiciens qu'on aime beaucoup, mais c'est pas les plus talentueux sur le plan technique. Par contre, c'est ceux qui nous passent le plus d'émotions. Et sexuellement, c'est la même chose. On peut ne pas être super bon techniquement, mais on peut faire sentir à l'autre qu'on est là, quoi. On est à deux, on est en train de profiter du moment. Euh, et cette histoire de danse, elle me va très bien. Je donne souvent l'exemple du repas aussi. Imagine, tu as invité une personne à manger avec toi. Pendant tout le repas, tu regardes. Ça va, il n'y a personne qui nous embête. Le serveur, on a besoin. Tu vois qu'il manque du pain. Serveur, le pain, ça va, c'est à ton goût, c'est pas chaud, c'est pas froid. Et la personne va se dire, putain, le plat était bon, mais le repas était pourri. Et ben c'est la même chose là sur le plan sexuel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les mecs que j'ai vus arrivent à prendre conscience de ça le jour où ils se disent, OK, je sais faire ça. Je sais retarder mon éjaculation, mais attention, je sais aussi m'occuper du reste. Et très récemment, j'ai eu un patient que j'ai suivi, parce que ça, je viens d'y penser. Il avait une éjaculation rapide très très sévère, c'est-à-dire le fait même de savoir qu'il va faire l'amour pouvait le faire éjaculer. Ce qu'on appelle l'éjaculation anteportas, avant la porte, c'est-à-dire pas pendant la pénétration. Et grâce à des techniques, traitements, etc., ça va mieux. Ça a commencé à aller mieux, on intensifie le traitement, je le revois. Et je lui demande, est-ce que votre partenaire a vu quand même la différence? Parce que vous me dites, vous, que ça va mieux. Est-ce qu'elle vous a fait une remarque? Elle m'a dit oui, mais pas celle que j'attendais. Qu'est-ce qu'elle vous a fait comme remarque? Elle m'a pas dit
que je suis devenu super au sexe, que je suis devenu performant, que ça tient longtemps. Elle m'a dit que je suis devenu très cool pendant le sexe et que ça la mettait à l'aise et qu'elle se lâche avec lui. Et ce jour-là, il a percuté, qu'il était tellement focalisé sur bien faire qu'il a oublié qu'il transmettait sa Eh oui. pression, sa tension à la personne qui était avec. Donc sur l'éjaculation rapide, on a tous ces éléments et je te rejoins. C'est pas une anomalie à tel point. J'ai rédigé dans le manuel de médecine sexuelle, qui est une sorte de bible des sexologues francophones, c'est un gros livre. J'ai rédigé le chapitre sur les problèmes d'éjaculation. Pour la première fois, j'ai demandé, et je suis content parce que les deux sexologues qui chapeautaient le livre ont accepté, j'ai demandé que dans le chapitre éjaculation rapide, qu'on ne mette plus les causes, mais les explications. Pourquoi? Parce que quand on dit cause, on sous-entend que c'est un problème. Quand on dit les explications, c'est que ce n'est pas forcément un problème. Et c'est de là que vient cette fameuse phrase, ce n'est pas une anomalie, mais on peut la soigner. On a beaucoup parlé du désir dans cet entretien et j'aurais une question à te poser, même si la réponse est difficile à entendre, j'ai envie de te la poser. Est-ce que certains désirs sont, selon toi, inassumables? Et quand je dis inassumables, je veux dire par là que ces désirs existent, ils sont dans l'esprit de certaines personnes, mais ils ne peuvent pas être révélés sans honte, voire sans culpabilité. Oui, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de désirs qui restent au stade de fantasme. Par contre, la raison pour laquelle ça reste au stade de fantasme est très importante. Par exemple, il y a parfois des... C'est un fantasme qui est courant et tu vas comprendre. Tu as dit, même si la réponse est difficile, et là, je vous demande d'écouter avec votre esprit philosophique, de ne pas sursauter. Il y a des femmes, quand on les interroge dans la confiance, le secret des entretiens de sexologie, disent, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fantasmes, par exemple, de faire l'amour avec un inconnu, comme ça, je suis dans la rue, je rentre seul le soir chez moi, je croise un inconnu, quelqu'un de beau, et puis on se met dans un coin et on fait l'amour. Oui, ça m'est déjà arrivé de m'exciter tout seul en y pensant. Mais je n'oserais jamais le dire. J'ai pas envie qu'on dise que j'ai envie d'être violé. J'ai pas envie que si j'y pense, ne serait-ce que je laisse ce fantasme présent dans ma tête, est-ce qu'un jour ça va pas transparaître dans mon attitude et attirer un violeur? Petite remarque, ça ne devrait pas, parce que c'est le violeur qui doit rien faire, même si ça transparaît dans l'attitude. Ou si un jour il m'arrive quelque chose, on va me dire, bah oui, c'est ce que tu voulais. Donc, il y a parfois des désirs qu'on va réprimer parce que difficiles à assumer, et on se dit, je ne peux pas révéler, ou parce qu'il y a des conséquences qui peuvent arriver, et parfois des désirs qui sont, par exemple, des désirs de bisexualité, ça c'est fréquent, qu'on n'assume pas simplement parce qu'on n'arrive pas à être à l'aise avec l'idée d'assumer ça. Et ça, c'est assez régulier. On se dit pourquoi pas une relation, avoir des relations avec homme ou femme ou un transgenre qui a envie d'avoir une relation avec d'autres personnes, etc. Et c'est pas toujours évident de l'assumer. Alors là, il y a 2 raisons. Il y a le jugement qu'on a peur d'avoir sur soi et beaucoup plus important, le jugement qu'on a peur d'avoir nous-mêmes sur nous-mêmes. C'est-à-dire le jugement des autres est une chose, mais le jugement qu'on a sur nous-mêmes en est une autre. En particulier quand on a grandi avec, alors ça c'est la catastrophe des personnes qui ont grandi avec tout leur entourage qui leur dit c'est bien, tu fais tout bien, on est fiers de toi, tout est dans les cases, c'est génial et tout. Sauf que le jour où ils se mettent à faire des choses qui sont différentes de leurs parents ou différentes des attentes de leur famille, ils sentent que, attention, ils risquent de perdre l'amour, ils risquent de perdre l'admiration, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'ils font? Et donc, ils peuvent réprimer effectivement des désirs et des fantasmes, simplement parce que ça ne correspondrait pas à l'image qu'on leur a demandé d'avoir. Et c'est pour ça que notre sexualité
après l'âge de 40-50 ans est souvent différente de celle avant 40 ans, puisque avec l'âge, on se détache de plus en plus de l'éducation, on prend de plus en plus de la distance par rapport au jugement qu'on peut avoir autour de nous, on commence à être plus centré sur ce qu'on veut vraiment, ce qu'on n'a pas envie. Et je vous révèle un secret, mais vous le dites à personne. Les gens qui sont dans la soixantaine, on les appelle sexagénaires parce que c'est le meilleur âge pour le sexe. Pas mal, on retiendra. Mais c'est vrai que la question est délicate, mais je pense, en tout cas, c'est le devoir que je me donne sur cette chaîne, c'est de dire les choses en tenant compte évidemment du caractère choquant que ça peut avoir et la sensibilité qu'on a tous par rapport à certains sujets, mais sans pour autant que ça nous fasse occulter la réalité. Et je prendrai comme exemple Brigitte Lahaie, dont je t'ai parlé tout à l'heure hors antenne et que j'ai reçue sur ma chaîne, qui a été au cœur d'une polémique en 2018, parce elle a dit à l'antenne, une femme peut jouir lors d'un viol. Et à ce moment-là, elle a été prise dans une controverse qui l'a complètement submergée et dont d'ailleurs elle a été très affectée. Elle dit avec le recul que oui, c'est scandaleux de dire ça, mais ce n'est pas parce que c'est scandaleux que ce n'est Que pas c'est vrai. faux. Ouais. Voilà. Et son erreur a été de ne pas ajouter à la fin de sa phrase malheureusement. Oui. Voilà. Et effectivement, Physiologiquement. Ouais. elle explique qu'il y a pas de corrélation directe entre l'excitation et le bien moral. Et que ça peut être Et parfois totalement chez les hommes, c'est pareil. décorrélé. Je ne sais pas si tu le sais, il y a des hommes qui ont été violés par des hommes, parfois par des femmes, mais c'est moins connu. Et une des questions que des avocats, des enquêteurs posent, c'est est-ce que l'homme qui a été violé, a eu une érection? Et si oui, on va dire ah bah il était... Et c'est faux. Et l'explication, si les personnes se disent mais comment on peut avoir une excitation, érection, orgasme alors qu'on est en plein viol? Il y a deux explications à ça. Je vous rappelle que au moment d'un acte violent, brutal, saisissant, on a une sorte d'orage émotionnel dans notre corps. Un peu comme quand on fait le grand 8 dans un manège. Vous ne le savez pas, mais il y a des personnes qui ont des orgasmes dans le grand 8. Parce qu'il y a des décharges émotionnelles telles que tout d'un coup, le cerveau, il ne sait plus si c'est de l'anxiété, de l'angoisse ou du plaisir. Il y a une sorte de bazar qui se met dans la tête. Et donc, ça, c'est une première explication. Et la deuxième, c'est que physiologiquement, physiquement, on a des nerfs, des artères qui sont présentes à cet endroit-là et qui peuvent parfois réagir, donnant une impression. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais me mettre plutôt à la place des personnes qui ont subi un viol et qui ont eu une érection, qui ont eu une excitation, qui ont eu un orgasme. Mettez-vous à leur place une seconde et imaginez le bazar psychologique que c'est pour eux de se dire mais pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour avoir ça? Et donc, si personne ne dit ça peut arriver, bah, ces personnes-là qui ont vécu cette situation ne vont jamais oser le dire et donc vont rester avec un traumatisme toute leur vie, double traumatisme, avoir été violé et avoir ressenti ça. Exactement. Et c'est pour ça que je tenais à te poser la question, parce que une personne comme Brigitte Lahaie, qui connaît quand même le sujet de la sexualité, Qui s'est lorsqu'elle dit formée, en ça, elle fait, se fait... les gens ne savent pas, c'est pas juste parce qu'elle a un passé d'actrice, elle s'est formée, elle est diplômée en sexologie. Hein. Et quand elle dit ça, elle se fait tomber dessus en disant que ce qu'elle dit est inacceptable. Et sauf qu'en disant que c'est inacceptable, on renforce la honte et la culpabilité que pourraient ressentir ceux qui l'ont vécu. Exact. Et donc, on les condamne au silence, on les condamne à l'enfermement dans une espèce de mutisme. Et je trouve que c'est ça le vrai Dangereux. problème, et non Ouais. pas le fait de constater une réalité, quelles que soient ses explications, pour reprendre ton mot. D'ailleurs, j'ai une habitude, j'essaye de l'appliquer. Probablement, comme tu dis tout à l'heure, qu'on a toujours un petit inconscient qui est impacté par les valeurs morales dans lesquelles on vit. Mais j'ai une habitude, c'est quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, j'utilise jamais l'expression de c'est inacceptable, c'est immoral, c'est etc. Je dis c'est faux. Si je pense que ce que dit cette personne n'est pas bon, je dis que c'est faux. Par contre, si c'est vrai, c'est vrai. J'ai une expression aussi en tant que sexologue, je me positionne toujours d'une façon où je considère que je dois être ni juge, ni complice.
ni encourageant, ni bridant. Je dois avoir le plus possible une position où c'est la personne, c'est la liberté de cette personne, et je rajoute 2 conditions: respect de l'autre et respect de la loi. Si on a ces 2 éléments-là, le reste, c'est à peu près comme notre discussion de maintenant, Charles. On parle de tout librement, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ben, c'est pareil dans les relations sexuelles, sauf les 2 règles principales. Respect, on s'assure que l'autre est bien, et on s'assure qu'on n'est pas en illégalité, même si certaines choses sont illégales et parfaitement normales psychologiquement, et d'autres choses sont légales, mais pas du tout normales psychologiquement. Alors, je vous laisse essayer de donner des exemples. Je vous en donne 2 faciles. Avoir envie de faire l'amour dans un petit pré, dans une forêt ou dans un coin de rue, ça fait partie des réactions psychologiques normales. Le fait de la peur d'être vu ou qu'on nous voit, voilà. Ça fait partie des choses qui peuvent jouer un rôle dans l'excitation d'un point de vue psychologique. Il n'y a pas d'anomalie. Par contre, c'est interdit légalement. Poser 40 000 fois la question à quelqu'un s'il a envie de faire l'amour, lui mettre la pression, c'est pas illégal. Et psychologiquement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du pathologique, qui peut aller jusqu'à la manipulation. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne se base pas sur ce qui est moralement acceptable, légalement acceptable, pour dire ça c'est normal. On se base sur d'autres éléments. En tout cas, je vous invite à vous baser sur d'autres éléments. On peut être moralement inacceptable et normal, comme on peut être moralement irréprochable, mais pas normal. On s'approche lentement de la fin de cet entretien et toujours dans la question du fantasme et du désir, j'aimerais qu'on aborde la question de la jalousie et notamment de la jalousie physique, que je distinguerais de la jalousie sentimentale, hein. Alors, la jalousie peut-elle être ou est-elle un aphrodisiaque? Et si oui, est-ce que ça a plus d'effet, là encore, sur les hommes que sur les femmes? Ou est-ce que c'est totalement agenré? Alors, la jalousie, elle est agenrée. En tout cas, dans mon expérience, j'ai vu autant d'hommes jaloux que de femmes jalouses. Je pense que c'est comme beaucoup d'autres troubles, l'anxiété, l'angoisse, etc. Il n'y a pas réellement de genre. Et même s'il y a des différences de fréquence, c'est des histoires de statistiques, mais je pense qu'elle est agenrée déjà. De nos jours, d'ailleurs, elle est de plus en plus agenrée. Je ne sais pas si vous le savez. Le taux d'infidélité chez les femmes a été multiplié par 3 ces 40 dernières années. Chez l'homme, il a toujours été élevé, donc il est resté. Et pourquoi? Parce que la femme, elle est de plus en plus libre. Elle peut dire, bah, moi j'ai envie aussi de passer, je suis pas bien dans la relation, etc. Et je pense que le taux s'est équilibré en jalousie. Ce que tu appelles physique, j'imagine, c'est aussi sexuel, charnel, quoi. Oui, et pour en faire le lien avec l'excitation qu'on peut ressentir, par exemple dans les pratiques sexuelles, Ouais, le candolisme, c'est ça. la jouissance à voir son ou sa partenaire avoir des relations sexuelles avec d'autres. Par exemple, dans le camp de Lys, c'est très très spécifique. Euh, on peut être jaloux alors qu'on pratique le candulisme. Tout dépend de est-ce que ça a été fait, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça m'a été imposé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire. Donc cette notion de c'est un choix ou c'est quelque chose qui m'a été imposé joue souvent un rôle. Pour répondre à la question de quand tu m'as dit que c'était est-ce que c'est genré ou pas, la question précise c'était est-ce que c'est un booster de l'excitation? Ouais. Oui, exactement, un aphrodisiaque. Ça dépend de 2 choses. Premièrement, le niveau et l'intensité de la jalousie, c'est-à-dire si elle est envahissante, si elle prend toute la sphère psychique, là ce n'est plus un booster du tout, là c'est un frein, puisqu'elle empêche d'avancer et elle devient plus angoissante qu'autre chose. Donc l'intensité de la jalousie joue un rôle. La deuxième chose qui joue un rôle, c'est la personnalité. Quelqu'un qui a une personnalité de type fusionnel, c'est-à-dire a besoin de souvent faire les choses avec l'autre, de passer beaucoup de temps avec l'autre, etc., va vivre la jalousie de façon très différente que quelqu'un qui a une personnalité plus libre. Ça ne me dérange pas que tu ailles boire un verre avec tes amis, moi avec mes amis, on se rejoint plus tard, etc. Donc pour moi, la première chose à regarder, c'est l'intensité et le type de personnalité. En dehors de ces 2 situations, oui, la jalousie peut être un booster.
attention, on ne le fait que si on est sûr que ça va réveiller. Parce que si la personnalité de l'autre c'est s'énerver, ça va plutôt bloquer. Pour savoir quelle est la personnalité de l'autre, je vous donne un test à faire. Faites-le dans votre couple avec des amis. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Prenez de la distance par rapport à la personne. Et regardez comment cette personne va vous dire qu'elle a remarqué que vous avez pris de la distance. Si elle vous dit « Ah, mais t'es jamais là, c'est plus comme avant », si elle vous reproche cette distance, ben, c'est une personne, vous pouvez essayer de la rendre jaloux autant que vous voulez, jamais ça va réveiller des choses. Ça va plutôt réveiller des reproches et des tensions. Par contre, si cette personne dit oh, « Tu me manques en ce moment. Ah, c'est l'autre jour, j'avais envie, t'étais pas là. Viens, s'il te plaît, on profite là, t'es 10 minutes ici, qu'on profite un peu. » Ça, c'est une personne, effectivement, que s'il y a une jalousie, ça va réveiller plutôt une sorte de booster. C'est pour ça que je dis oui, la jalousie peut être un moteur d'excitation, mais ça va dépendre aussi de la personne sur qui on l'exerce, en quelque sorte, et la période de vie. Autre exemple, si, sans m'en rendre compte, j'ai été un peu distant avec ma compagne parce que, je ne sais pas, j'ai ma mère qui est malade, j'ai plein de problèmes professionnels, moi-même, j'étais pas bien et qu'à ce moment-là, elle s'amuse, entre guillemets, à me rendre jaloux, je risque de plutôt le vivre négativement. Par contre, si elle le fait à un moment où il n'y avait pas de préoccupation majeure de mon côté, je risque de le vivre comme: «Ouh là, attention, je risque de la perdre». Alors que dans le premier cas, je risque de le vivre comme: «Elle me fait ça alors que je suis dans cette, misère-là, c'est à ce moment-là qu'elle me fait ça». Donc voilà, c'est pour ça que je considère que c'est pas l'acte. Et là, ce que je vais te dire, Charles, et à toutes les personnes, les gens autour de moi connaissent cette phrase-là par cœur. Je distingue l'acte de l'intention dans ces genres de situations. Autre, pour aller plus loin encore dans l'acte et l'intention, si j'essaye de rendre ma femme jalouse en espérant réveiller quelque chose chez elle, mais que je le fais tout en regardant, alors elle est jalouse, elle va le sentir, elle va le voir et ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que je dis, il y a ce qu'on fait, il y a l'état d'esprit dans lequel on fait et l'intention pour laquelle on le fait. Mmh. Gilbert, d'après toi, sommes-nous faits pour être monogames? Ça y est, t'as gardé le piège pour la fin. Écoute, Exactement. c'est une question à laquelle j'ai énormément réfléchi. Et j'ai même été voir dans les publications d'anthropologie. Tu sais que dans certaines espèces animales, on peut génétiquement deviner si telle espèce est prévue pour être monogame, polygame. D'ailleurs, on dit toujours polygame, on oublie souvent de préciser est-ce qu'on peut être polyandre, Tout à fait. parce qu'il y a des sociétés polyandres. Et avec toute l'expérience de ces 25 dernières années, tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, tout ce que je constate autour de moi dans ma vie perso-pro, la réponse est c'est un bazar sans nom, cette question. On n'arrive pas, moi j'arrive pas à savoir. Si je devais vraiment définir, je dirais que l'être humain est prévu pour être monogame par série. C'est-à-dire monogame, puis on arrête cette relation, puis de nouveau monogame, puis on arrête la relation, puis de nouveau monogame. Je ne sais plus qui a utilisé une fois l'expression un serial monogame. Voilà. Oui, c'est ce que te disait Guillaume Play Voilà. sur Légende. On peut être fidèle à condition de changer de femme. Voilà. En fait, c'est d'ailleurs cette notion de fidélité, il y a un truc incroyable, je trouve, dedans. C'est que quand on se met en couple, on se pose des questions. Qu'est-ce que tu aimes bien? Quel sport tu aimes bien? Quelles sont tes valeurs? Si on a des enfants, comment tu l'éduques? Ta relation avec tes parents? Ce que tu aimes en nourriture? On pose plein de questions. Jamais on pose la question, c'est quoi pour toi la fidélité? C'est rare. Hein, c'est comme si on est en couple, donc c'est entendu qu'on est d'accord là-dessus, il y aura de la fidélité. Pourtant, il y a des personnes pour qui c'est pas du tout le cas. Être en couple ne veut pas dire qu'il y a une fidélité. Donc, si vous êtes en couple, je vous conseille d'aborder ce sujet épineux de, au fait, pour toi, la fidélité, ça fait partie de la relation ou tu es à l'aise avec quoi? Tu vas te donner et poser d'ailleurs une deuxième question. Si ça arrive que tu sois infidèle, que je sois infidèle, est-ce que tu souhaites le savoir ou pas? Souvent, on pose l'autre question. Si un jour tu es infidèle, est-ce que tu me le diras? On pose jamais la question, au fait, si un jour je suis infidèle, est-ce que tu souhaites le savoir? Et on se retrouve à dire, par honnêteté, je vais aller lui dire que j'étais infidèle, et on lui balance une bombe. Nous, on est soulagés, c'est bon.
je n'ai plus de choses, je ne cache plus rien. Et l'autre personne qui n'a rien demandé à personne, ça se trouve, elle n'avait pas envie de savoir. On n'en sait rien du tout. Il y a des personnes qui disent, si ça arrive, je veux le savoir. Il y a d'autres personnes qui disent, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ou peut-être non. Si je suis bien avec, ça a été une infidélité et que le but n'est pas, c'est pas une infidélité répétée, etc. Je ne sais pas, je suis pas sûr de vouloir le savoir. Donc, posez la question dans le couple. Dernière question, Gilbert. Selon toi, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre ou à apprendre à propos du sexe? Autre que mon volonté de savoir, mais pourquoi il y a le clitoris? Autre que ça, si tu as autre ou si tu Ouais, veux ouais. approfondir cette Si, question-là. si tu me permets une réponse philosophique, il nous reste tout à savoir. J'ai la phrase de Pasteur, je crois que c'est Pasteur, hein, tu me corriges si c'est pas lui, en tête depuis que j'ai commencé à travailler en médecine sexuelle. Plus je découvre, plus je me rends compte que je sais beaucoup de choses. Mais plus je découvre encore plus je me rends compte que je ne sais rien. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai dit au début que je n'ai toujours pas écrit de livre. Je suis en train de travailler dessus parce que malgré 25 ans, je pense que si on m'avait demandé d'écrire un livre il y a 20 ans, je l'aurais fait. En disant, ouais, j'ai appris plein de choses. Mais malheureusement, l'expérience m'a montré que j'ai plus de choses à découvrir que de choses que je sais. Je dirais les 2-3 choses, c'est comprendre mieux le fonctionnement sexuel féminin, mais en se basant sur un prisme non masculin. Exemple, quand on parle du clitoris, on va dire le clitoris, anatomiquement, c'est comme un pénis, mais en petit. Je pense qu'on gagnera le jour où on dira l'anatomie du pénis, c'est simple, c'est comme un clitoris, mais en plus grand. Pourquoi? Parce que quand on part du principe que le corps humain masculin est la base, malheureusement, on ne découvre pas le corps féminin tel qu'il devrait l'être. Donc ça, c'est un progrès à découvrir. C'est le fonctionnement sexuel féminin. Il y a un gap, un grand décalage avec le masculin. Et la deuxième chose, on l'a abordé régulièrement dans l'entretien, je trouve que ce qui nous manque aussi en sexualité humaine, c'est une meilleure connaissance de la sexualité animale. On ne la connaît pas très bien. Les sexologues ne s'y intéressent pas tant que ça. Et pourtant, on apprend énormément de choses sur le fonctionnement humain et on se rend compte même de la grandeur de l'être humain. Je sais que de nos jours, on a tendance à dire que l'être humain est tout pourri, il a pollué, il fait la guerre, il tue, il viole, il manipule, etc. Mais je fais partie des personnes, désolé Jean-Jacques Rousseau, qui pensent que l'être humain est incroyablement bon. Et je trouve que ce qui nous manque et ce que j'aimerais qu'on découvre, c'est comment faire pour ressortir aussi toute cette bonté qu'on a en nous. Je pense que les personnes qui prennent plaisir à nuire sont pas une majorité. Par contre, les personnes qui nuisent, qui font du mal par mauvaise connaissance, par mauvaise éducation, par mal-être personnel, etc., sont le plus grand nombre. Donc, c'est plus une meilleure connaissance de l'humain en étant un peu plus détaché d'ailleurs des choses même médicales. Et donc, comme tu vois, c'est un large projet. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, j'ai du mal à répondre à la question parce que j'ai l'impression qu'il y a tout. Et mon rêve, c'est que je sois encore vivant dans 60 ans et de voir une vidéo comme celle-ci avec un autre Charles, un autre Gilbert qui disent, il y a 50 ans, 60 ans, Charles et Gilbert ont dit ça, mais maintenant on sait que c'est comme ça. Et bien ça serait mon rêve. Je pense qu'on ne sait même pas ce qu'il faut encore savoir.